Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avanti-Nice. On est très content de vous retrouver comme chaque semaine, d'autant plus que c'est une victoire et une très belle victoire dont on va parler cette semaine. Ils sont là pour m'accompagner, ils sont fidèles à cette émission et à l'OGC Nice comme chaque semaine. On a le plaisir d'accueillir Jérémy tout d'abord. Salut Jérémy, comment ça va? Salut Sky, salut à tous. Bah écoute, ça va très bien. On a vécu une belle semaine avec deux belles victoires. Donc hâte d'en parler. Jérémy qui inaugure en plus du nouveau matériel. N'hésitez pas à nous faire un retour là-dessus. A priori, sa voix chaude et suave devrait être encore plus agréable à l'oreille, du véritable Nutella. Il n'est pas en reste non plus niveau voix chaude et suave. C'est Pancho qui est avec nous. Salut Pancho, comment ça va? Salut Sky, salut Jérémy. Écoute, ça va très très bien. Ravi de pouvoir parler de l'OGC Nice quand il gagne. Ouais, pour une fois, on est ravis de faire cette émission. Je vous avoue que ces dernières semaines, ça a été compliqué. Bon, messieurs, vous êtes quand même bien enjaillés sur le numéro post-Coupe d'Europe, le dernier en date, puisqu'il y avait aussi une victoire. Mine de rien, une bonne série pour l'OGC Nice. On va en parler, bien évidemment. On va aussi parler du contenu. Mais parlons d'abord du résultat. Cette victoire 2-1 à Lorient. Lorient qui était un peu la sensation de ce début de saison, puisque troisième au moment de les affronter. Ils sont malgré tout toujours quatrième, 11 points devant l'OGC Nice. Il n'avait plus perdu, si je ne dis pas de bêtises, depuis le début du mois de mai dernier à la maison. Du coup, Mmh. vraiment, c'était inattendu à ce qu'on gagne là-bas. Et en plus de ça, bon, on va rentrer dans les détails après, mais d'un sentiment général, on ne peut pas dire non plus que l'OGC Nice a volé sa victoire. Il y a eu du bon, du moins bon. Mais si on regarde les statistiques et si on regarde l'impression laissée à la fin du match, voilà, sans parler de victoire logique et écrasante, l'OGC Nice n'a pas non plus fait de hold-up chez les Merlus. Vas-y Jérémy. Merci. Non, ouais, exactement. Moi, j'avais quand même un petit espoir sur ce match-là parce que je pensais que justement on pouvait enchaîner rapidement après le match du Partizan. Et Donc parce que tu avais je me mangé du suis dit merlu que à midi aussi, hein, pour aussi, révéler des oui, c'est vrai. secrets, voilà, quelle Je coïncidence. pense que c'est pas une coïncidence du coup. Mais et du coup, ouais, je pensais que, enfin, j'avais un petit espoir sur ce match-là parce qu'en plus Lorient restait sur deux matchs nuls un petit peu, comment dire, un petit peu moins bons contre Reims et contre Troyes. Donc je me suis dit que c'est peut-être le moment de les jouer. Et puis je me suis dit que de notre côté, on a vu quand même un très bon match contre le Partizan et qu'on allait peut-être surfer sur ça parce qu'on a enchaîné directement. Donc même s'il allait avoir un petit peu de fatigue physique, je pensais que ça allait le faire. Bon, en première mi-temps, je me suis dit en fait Mais la non. première Et demi-heure, voilà. ça a été un peu Voilà, et compliqué. en fait non, mais du coup c'est vrai qu'on a eu une seconde mi-temps sur certains points qui se rapprochent pas mal de certains points positifs du match contre le Partizan. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on a réussi à trouver une bonde continuité. Et en tout cas, et un très bon point aussi, c'est qu'il y a eu un petit peu de turnover aussi, donc pour le match de jeudi contre Cologne. Donc non, c'est vrai que c'était peut-être le bon moment de prendre Lorient. En plus, ils avaient quelques absents ou joueurs un petit peu moins en forme physiquement, comme Terem Moffi par exemple. Donc c'était peut-être le moment. Donc voilà, je pense qu'on va parler plus en détail, mais c'est vrai que c'est quand même une très bonne victoire qui arrive à point nommé parce qu'on on ne rattrape pas les équipes devant nous, mais on reste un petit peu à bonne distance et dans le bon wagon. Donc comptablement et même dans la tête, ça fait du bien. Et en plus, ça se concrétise par une entrée dans le top 10, donc c'est tout bénef. Ouais, cette entrée dans le top 10 qui est symbolique, Pancho, mais ça fait du bien d'arrêter de regarder derrière. Alors bien sûr, ça peut très, très vite, se renverser à nouveau, mais on sent quand même que depuis la reprise après cette trêve internationale, oui, il y a eu du bon, il y a eu du moins bon. On va pas revenir et se dédire non plus après cet horrible match face à Nantes où, le match nul nous tombe dessus un peu comme un miracle. Mais en fait, si tu regardes au niveau points, marqués, c'est mieux, on perd moins de matchs. Les matchs qu'on perd, il y a cette honte face à Slovako, mais l'autre défaite, c'est face à Paris, où tu sors du Parc des Princes avec vraiment des regrets de ne pas avoir accroché un résultat. Donc on sent le gym quand même sur une phase ascendante. On est très, très loin de ce qu'on pourrait, espérer et de ce qu'il va falloir, faire sur la phase retour pour accrocher l'Europe. Mais là encore, voilà, il y a cette victoire qui tombe. Tout n'a pas bien fonctionné. Jérémy l'a dit, la première demi-heure, ça a été chaotique. Mais au final, tu arrives enfin à tenir et ce n'est pas toi, en fait, l'équipe qui doit mener 3-0 à la mi-temps et qui se retrouve à perdre pour une fois. C'est toi qui es dans ce rôle de bourreau. En fait, plein de signaux positifs. Oui, c'est assez juste, ton analyse là-dessus parce qu'on aurait pu croire qu'en fait le FC Lorient c'était l'OGC Nice, hein, au vu des derniers matchs qu'on a vécus. On se retrouve à, eh bien à voilà, faire une très bonne deuxième mi-temps
Et ce que j'ai apprécié aussi, c'est, on va dire, la dimension physique. On a eu peur sur les 30 premières minutes ou sur la première mi-temps d'avoir, voilà, un manque sur cette dimension-là, mais on a su répondre, et à la différence de Lorient qui était un peu en chute libre. C'est bien, c'est de bon augure. Une nouvelle semaine à 6 points. On arrive à enchaîner. Il reste encore, de mémoire 3 matchs Mmh. avant la trêve. C'est bien, voilà, on a 16 points, on est, voilà, comme tu l'as dit, on rentre dans le top 10. On n'est pas encore à notre place, mais on est sur une bonne lancée. 4 matchs, consécutifs sans défaite en Ligue 1, en phase de se qualifier pour, en Conference League. Donc pour l'instant, voilà, on grappille un peu notre retard, engrangé depuis le début de saison. On n'est pas décroché en conférence. C'est positif, même si tout n'a pas été parfait, dans ce match. Et puis tout peut encore arriver, aussi bien avec ces 3 matchs qui restent, on peut être, qualifié en huitième de finale Mmh. et être huitième de Ligue 1 en faisant, 3 victoires, à quelque chose près. Mais à l'inverse, tu peux aussi, sortir de cette coupe d'Europe et en perdant en championnat, te retrouver, 13e ou 14e. Donc bon, on va pas non plus s'enflammer encore. On fera le bilan, comme on le dit de toute façon dans cette émission maintenant depuis plusieurs semaines, à la trêve pour la coupe du monde. On a vu que ça s'est, très, très vite inversé dans un sens ou dans l'autre, selon les prestations du gym ces dernières semaines. Donc attendons de voir, mais on a vu des choses positives, donc parlons-en. On n'a pas eu beaucoup le loisir d'en parler ces dernières semaines, donc profitons-en avec cette belle victoire, encore une fois, des Aiglons, de buts à 1. Messieurs, je voudrais commencer par le commencement de ce match et la composition d'équipe. Tout simplement, les choix de Lucien Favre. Alors, il y a un choix qui a un peu crispé tout le monde et bah, on l'a vu après de toute façon sur le terrain, c'est la titularisation de Ross Barkley. Donc, on va revenir un peu sur le 11 et on va commencer par le Carlos Barkley. Kasper Schmeichel dans les buts, puisque Marcin Bulka est blessé, mais ça aussi, ça fera partie d'un des dossiers que nous allons élaborer dans cette émission. Melvin Bardante, Todibo, Youssef Attal en défense, un milieu de terrain Rosario Lemina, et devant, c'est Boudaoui, Brahimi, Barkley et Pepe dans une animation voilà, dont on va discuter. Mais commençons par Ross Barkley, probablement on va tout de suite sortir les couteaux, hein, probablement le Niçois le moins performant sur la pelouse du Moustoir, catastrophique du début à la fin, une occasion devant le but, pas forcément évidente à mettre, mais il doit quand même faire mieux et ça aurait pu lancer le gym dans cette rencontre d'une bien meilleure façon. À la faute ou en tout cas pas au duel sur le but sur corner de Ouattara pour Lorient et une prestation globalement insipide qui est dans la lignée de toutes les autres qu'on a vues pour Ross Barkley cette saison. Alors, je vais poser la question assez franchement et je vous invite à y apporter de la nuance. Est-ce que Ross Barkley, c'est comme le disait Lucien Favre, encore beaucoup de travail pour qu'il soit au niveau physiquement et qu'il puisse être performant, ou est-ce que c'est tout simplement une grosse arnaque de recrutement sur laquelle il va falloir rapidement ne plus compter si on veut espérer avoir de meilleures performances dans les semaines à venir? Vas-y, pense chaud, je te laisse commencer. Je sais pas, elle est pas évidente ta question, c'est vrai que bon, le fait qu'il soit sorti à la mi-temps, c'est jamais bon signe, hein, c'est soit de toute façon un problème physique, soit, lié à sa performance. C'est vrai, il a pas été bon, c'est vrai, il rate une occasion, sur un superbe centre de Attal qui est pas évidente aussi. Il faut dire que c'est pas un numéro 9 naturel. C'est vrai, que sur, le but de Lorient, il est assez laxiste, mais bon, encore une fois, le corner est dans les 6 mètres et dans les 6 mètres, normalement, tu dois avoir, un gardien qui doit être présent et qui doit faire régner, bah, sa loi dans ces 6 mètres. C'est ce qu'on demande au haut niveau d'un gardien. Voilà, c'était de toute manière de la rotation. Ce n'est pas, comment dirais-je, un membre important du 11. Il faisait souffler, un peu Laborde qui a enchaîné pas mal avec la blessure de Delors. Je ne sais pas si c'est une arnaque, je pense pas qu'il ait perdu tout son football, quoi qu'il en soit. Pas sûr qu'il soit investi à 100 dans ce projet, pas sûr qu'il soit au top physiquement aussi C'est ce que disait pour, Lucien Favre, hein, quand il arrive début septembre, ça que se ça voit, ça allait prendre beaucoup de temps pour qu'il retrouve 100 de son physique ça se voit. et force est de constater que Lucien Favre avait raison, au moins de ce Ah de ce point de beh vue-là.
toute manière, je veux dire, ça se voit dans ses replis défensifs, hein, il a du mal il a du mal à faire ces efforts-là. Voilà, c'est pas très vif, on sent qu'il a une certaine qualité technique balle au pied, même si pour l'instant on a peu vu, ce domaine de, À part son entrée face à Ajaccio, au ouais, final, on est bah, resté sur il surfe, la voilà, première bonne impression. il surfe un peu sur cette bonne impression-là. Après bon, pas sûr aussi que le positionnement, dans cette animation-là soit le meilleur pour lui. Je pense que c'est un joueur qui doit jouer dans l'axe, qui doit, justement, apporter ce lien au milieu de terrain. Je suis pas sûr de son utilisation. Il a été mis sur un côté, c'est pas vraiment un joueur de côté. Voilà, c'est un joueur qui a pas non plus, qui est pas très vif autant que peut l'être, Sofiane Diop ou Bilal Brahimi. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même des composantes à prendre en considération. Faut pas trop lui jeter la pierre. On peut lui jeter la pierre par rapport à son investissement et son physique qui ne sont pas au rendez-vous. Par contre, il y a une utilisation aussi qui, pour moi, n'est peut-être pas la meilleure dans les équipes de Favre. C'est Voilà. vrai qu'il est baladé beaucoup de poste en poste, il sert un peu de bouche-trou en fonction des absents. Jérémy, derrière ma question, volontairement, clivante et provocatrice, hein, bien sûr, la vérité, c'est toujours, hein, dans de la nuance et dans des zones de gris, mais le fait est que, Ross Barkley, depuis son arrivée, alors il y a la composante physique, il y a une équipe qui a du mal à tourner, il est effectivement baladé de poste en poste, on peut toujours lui trouver des circonstances atténuantes. Mais le fait est qu'il n'apporte, pas de plus-value pour l'instant à cet effectif, à aucun des postes où il a été essayé. Ça ne veut pas dire qu'il est forcément bon à jeter, mais en tout cas, en fait, aujourd'hui, à moins de s'en servir pour la rotation et pour faire souffler un joueur, on n'a pas l'impression, contrairement à un Ron Ramsey où on a peut-être trop peu vu, mais vu quand même ce qu'il pouvait apporter, par période. Là, enfin, si demain on a tous nos joueurs disponibles, jamais Ross Barkley n'arrive dans le 11 titulaire et peut-être même ce qui est plus grave encore, c'est il ne ferait même pas partir des 5 personnes, enfin des 5 joueurs à rentrer sur la pelouse en cas de changement. Non, comme l'a dit Pancho, de toute façon, son utilisation hier, c'était clairement pour faire du turnover, pour faire souffler Gaëtan Laborde, par exemple. Et de toute façon, il n'est pas qualifié pour la Conference Mmh. League. Donc voilà, on le fait jouer dans cette optique-là. Après, c'est sûr qu'on peut. Il y a des explications. Il n'est pas forcément dans un schéma qui peut-être lui convient ou dans un rôle qui lui convient. Mais quand même, on attend mieux de sa part, notamment techniquement. Par exemple, l'occasion qui loupe en début de match, ça aurait pu nous coûter très cher. Et pour moi, louper ce genre d'occasion, c'est pas possible et c'est pas excusable à un tel niveau. Enfin, si tu marques pas là, en fait, tu marques plus. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. Et pour l'instant, même si physiquement on voit qu'il est pas là, je suis quand même un petit peu déçu de son apport. Je m'attendais à mieux au vu du joueur qu'il a été, surtout à Everton à ses débuts. Coup, messieurs, je pense qu'on est nombreux et nombreuses à partager cet avis. Par contre, il y a d'autres visages, en fait, d'autres choix de Lucien Favre qui ont été intéressants et notamment, pour de la continuité, par rapport à ce match face aux Partisans. Je pense notamment à Bilal Brahimi, à Hicham, Boudaoui, un match pour les 2 joueurs au final assez discret, mais pas forcément dans le mauvais sens. Ils ont fait leur boulot, ils ont tenu leur poste et encore une fois, et je pense notamment à Hicham Boudaoui, encore une fois, quand Hicham Boudaoui est là, l'OGC Nice ne perd pas et même gagne. On avait cette stat sur la saison dernière, comme quoi le gym marquait davantage de points quand il était là. Il a été à nouveau utilisé dans ce poste à droite du 4-4-2, un peu comme le faisait Christophe Galtier la saison dernière. Alors en phase défensive, ou alors quand il y avait les montées de Youssef Attal, il a pu aussi se repositionner un peu plus dans l'axe, hein. On sait que c'est la polyvalence qui est intéressante avec Hicham Boudaoui. Qu'est-ce que vous avez pensé de la rencontre de ces 2 jeunes aiglons au final? Ils étaient peut-être pas partis pour être titulaires, hein, que ce soit avec notamment Sofiane Diop ou Nicolas Pepe dans le recrutement cet été, mais là, à la faveur d'absents, de blessures et de leur polyvalence, eh ben, c'est en passe de sonner la révolte un peu de l'OGC Nice au classement, que ce soit en Coupe d'Europe ou en Ligue 1 sur ces dernières semaines grâce à ces 2 joueurs. Bah, on note quand même que les 2 couloirs, ont été identiques par rapport au match du Partizan. J'ai trouvé le couloir gauche beaucoup plus en difficulté, défensivement. Brahimi a été un peu plus, on va dire, maladroit. Il y a eu un certain nombre de centres qui n'ont pas trouvé, eh bien, d'attaquants, surtout en première mi-temps, parce qu'il y avait pas de pur neuf aussi.
De la continuité aussi, on sent qu'il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de courses. C'était un peu plus brouillon pour Brahimi, mais j'attends de voir aussi, on lui fait confiance. Maintenant, c'est à lui aussi de prouver qu'il a sa place pour être titulaire et qu'il a sa place aussi pour réaliser des performances semblables à ce qu'il a fait contre le Partizan. Boudaoui, c'était mieux, j'ai trouvé. Il a été moins, on va dire, visible que contre le Partizan, mais il a été, beaucoup plus intéressant dans les petits espaces, aussi dans ses combinaisons, faire par moments un peu le sale boulot, mais voilà, c'est quand même très intéressant d'avoir un Boudaoui titulaire, mea culpa par rapport à à ce que j'ai pu dire sur lui, ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Quand il est à 100 en fait, c'est difficile de s'en passer au même titre que Youssef Attal, hein. Lorsqu'il est à 100 de ses capacités, il est déterminant donc oui, des choix intéressants. Rosario au milieu de terrain, Peut-être ça son m'a moins mauvais match au milieu de terrain. comme je t'ai dit en off, sont ouais, moins Ouais, le moins pire, pire. mais voilà, je c'est important de jouer sur les mots. Heu, que dire? Je vois encore des séquences en première mi-temps où, il fait office de premier er lanceur, comme le fait Lemina lorsque Rosario ne joue pas et il est pas à l'aise, en fait. Il est pas à l'aise lorsqu'il Ouais, le ballon s'agit n'est pas son ami, hein, ah très ouais, clairement. de lever la tête, de regarder, les coéquipiers autour de lui, de trouver la bonne passe, de casser la ligne. On sent qu'il est pas à l'aise, c'est pas son jeu. Par contre, il y en a qui vont me dire: «Il est à l'initiative du premier but et cetera». Effectivement, il fait la passe à Brahimi, qui fait la passe à Attal. Oui, c'est vrai, on peut dire qu'il est à l'initiative du but de l'égalisation, c'est vrai. Il y a eu du mieux, au même titre que l'équipe, progressivement dans le match, mais la première mi-temps, ça a été très compliqué, hein, collectivement et même, pour lui individuellement. Voilà, j'ai mis quand même de gros doutes sur lui au milieu de terrain. On a vu que c'était, à mon sens, mieux en défense centrale, contre le Partizan. À voir. De toute façon, encore une fois, comme Barkley, c'était de la rotation pour faire souffler un peu Thuram. Donc voilà, c'est toujours utile, je pense, d'avoir un Rosario dans l'effectif. Mais aujourd'hui, c'est pas un titulaire en puissance. Jérémy, au final, un bon match de Hicham Boudaoui et Bilal Brahimi, hein, alors qu'ils partaient peut-être de loin dans la hiérarchie. On se posait même la question d'un départ des 2 joueurs au mercato estival. D'ailleurs, fun fact, à base de statistiques, c'est les 2 passeurs décisifs, hein, sur les 2 buts. Bilal Brahimi pour Youssef Attal, Mmh. Hicham Boudaoui pour Gaëtan Laborde. Bon, je suis pas sûr que leurs passes décisives soient des passes clés qui, déstabilisent la défense lorientaise et qui permettent à leurs coéquipiers de marquer, hein, vu le scénario un peu de ces 2 buts-là, mais dans les statistiques, ça va compter et voilà, hein, les défenseurs de Bilal Brahimi diront même qu'il est, désormais, meilleur passeur du club à égalité avec Efren Thuram. Les hommes mentent, pas les chiffres. On pourrait dire non mais voilà, blague à part pour dire, voilà, ils sont quand même à l'origine aussi de Mmh. ces 2 buts qui permettent à l'Ognis de s'imposer à Lorient. Jérémy, de quoi alors peut-être pas bouleverser la hiérarchie, d'autant plus que Sofiane Diop est blessé, donc de toute façon la question est réglée, mais peut-être de quoi voilà, repenser un peu le système tactique et pourquoi pas réutiliser un peu ce 4-4-2 qu'on avait vu avec Christophe Galtier la saison dernière, avec peut-être des joueurs un peu plus adaptés en pointe, c'est-à-dire pas Ross Barkley. Mmh. Bah, pour moi, c'est 2 cas différents, parce que justement pour Bilal Brahimi, ça me fait plaisir de le voir un petit peu enchaîner et je suis plutôt content que Lucien Favre l'ait réaligné parce que je pense que c'était vraiment, en mode: «Tu as fait un bon match contre le Partizan, donc ben, tu es récompensé et je continue à te faire confiance». Donc c'est bien aussi que Lucien Favre, montre ça et montre ça à ses joueurs, on va dire. Après pour Hicham Boudaoui, je pense qu'en fait, Lucien Favre attendait qu'il soit de retour à 100 et je vais continuer à faire mon mea culpa comme j'avais fait, vendredi avec, Pancho suite au match du Partizan. C'est vrai que c'est quand même un joueur quand il est, à son top niveau, quand il est à 100 il est excellent et il fait énormément, que ce soit, par exemple pour le match contre le Partizan où il a vraiment fait un match exceptionnel d'enjeu ou alors que ce soit du travail de l'ombre comme il a fait un peu plus hier. Il est vital pour l'équipe parce qu'en fait, il fait un nombre de courses, il se replace à chaque fois comme il faut. Donc en fait, il permet à tout le monde, il permet au collectif de mieux s'exprimer justement. Donc c'est vraiment un joueur d'équipe et on a besoin de joueurs d'équipe en ce moment. C'est pour ça qu'on va un petit peu mieux. Il montre à tout le monde qu'il faut faire des efforts, qu'il faut se faire mal et qu'il faut y aller. Donc je pense que c'est un bon exemple à suivre. Donc je pense que comment dire, ces 2 titularisations et ces 2 victoires ne sont pas, comment dire, ce ne sont pas des coïncidences. Donc mea culpa vis-à-vis de ça.
Donc, et après, bon, pour Rosario, comme vous l'avez dit, c'est vrai que c'était encore une fois un petit peu compliqué, surtout en première mi-temps, mais j'ai quand même trouvé en seconde mi-temps que c'était quand même bien mieux, surtout en termes d'investissement, justement, bah, même sur les deux buts, en fait, c'est lui qui porte un peu le ballon devant, qui amène l'action, mais justement, qui porte un peu le ballon devant, et il s'investit un peu plus que ce qu'on avait vu dans les derniers matchs, où bah, en fait, il traversait les matchs comme si de rien n'était, il apportait rien. Là, au moins, il est dans l'équipe, il fait partie de l'équipe, et il a apporté quelque chose, je trouve, en seconde mi-temps, donc c'est clairement bon signe. Après, voilà, c'était surtout pour faire tourner et faire reposer Kefren Turam, parce que je pense que Lucien Favre va plus l'utiliser dans un rôle en défense, à mon avis, au vu de ce qu'on a vu les dernières semaines. Mais en tout cas, tout ça pour moi est, comment dire, ça témoigne du fait qu'on a peut-être retrouvé un collectif. Je disais à la fin du match contre Nantes que pour moi, il y avait pas vraiment de lien entre Favre et les joueurs. Là, au moins, on a un semblant d'unité. J'ai envie de dire, on a l'impression que les joueurs, depuis 2 matchs, ont envie de jouer ensemble et ont envie d'aller chercher des victoires. On a un peu de Il y continuité a aussi, hein, il y voilà. a quand même moins de turnover. Mm. Je pense que sur Canal+, il me semble, ils ont donné cette stat-là, je crois que c'était pendant le match, qu'en moyenne, d'un match sur l'autre, Mmh. Lucien Favre changeait 4 joueurs. Donc c'est aussi compliqué dans ces conditions-là de créer un Ouais, groupe et en tout cas, une équipe. Là où on a un peu moins de turnover, bah, c'est peut-être là aussi que du coup, le métier commence à rentrer et en tout cas, ouais, cette synergie entre les différents joueurs commence à faire, à se faire, c'est à se faire ça. effective. Et en Heu, plus, tu as des joueurs quasiment qui étaient là l'année dernière, ils étaient quasiment tous là, à part un ou deux. Donc du coup, on voit peut-être aussi qu'ils ont l'habitude de travailler ensemble et ça s'est enfin vu. Juste pour finir sur Pablo Rosario, intéressant aussi, il a quand même permis à Mario Lemina de se projeter davantage. On a vu pas mal de dépassements de fonction Mmh. de Super Mario, hein. Bon, très clairement encore un super match. Cette fois, il est certes pas décisif, mais bon, il a été au four et au moulin. On l'a retrouvé même dans la surface à un moment donné, à tenter cette frappe qui malheureusement était un peu trop écrasée. Mais voilà, c'est aussi, d'habitude, c'est Mario Lemina qui permet un peu à Kefren Turam de se projeter. Là, ça a été l'inverse. On a vu que c'était assez intéressant et dans le même registre d'ailleurs, Hicham Boudaoui, il est extrêmement complémentaire sur le côté droit avec Youssef Attal et on va tout doucement glisser du coup sur les 2 buts niçois. Quand tu as, voilà, quand tu as un Hicham Boudaoui qui te sécurise le couloir, c'est plus facile, pour Youssef Attal de monter aux avant-postes et de tenter, ce type de percée individuelle comme il avait déjà tenté, un peu plus tôt dans le match. Ça avait failli se transformer en but. Là, il le retente une deuxième fois juste avant de sortir et ça marche. Est-ce que voilà, on a dit, hein, de nombreuses fois dans cette émission qu'il y avait un peu cette Youssef Attal dépendance. Là, il est buteur, un magnifique but. Voilà, il s'est procuré plusieurs occasions dans le match. Est-ce que voilà, pouvoir aligner Youssef Attal aussi, c'est pas ça aussi qui permet à l'OGC Nice d'être forcément plus dangereux offensivement et de créer un peu plus de liant, ce qu'on a eu du mal à trouver depuis le début de la saison. Clairement, clairement, de toute façon, on l'a dit, hein, dès qu'il est disponible, dès qu'il est à 100, c'est un titulaire indiscutable et c'est un des meilleurs joueurs de l'équipe. Encore une fois, tu es en difficulté, tu du mal à te créer, des situations. Il y a des problèmes, on va dire, dans les transmissions et tu te reposes sur quoi? Tu te reposes sur un exploit d'Oussef Fatal. En première mi-temps, il aurait très bien pu, égaliser. Il marque ce but qui n'est pas sans rappeler, celui marqué l'année dernière contre Lyon aussi dans ce même style ou il y a quelques années, à Lens, but vainqueur aussi dans ce style-là où il frappe du gauche, frappe croisée. Ouais, trop fort, trop fort. Juste après, il sort, l'air de dire, «Bah, écoute coach, tu voulais me faire sortir, bah, voilà, je pars et je te remets l'équipe quand même bien calibrée un partout». Non, trop fort et puis, heu, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, alors il y a 2 choses. La première, c'est qu'en première mi-temps, c'était le seul à sortir un peu son épingle du jeu, alors que collectivement, on était dans un marasme absolu et deuxième chose, ses déclarations en fait, à la mi-temps, interview à la mi-temps, interview en fin de match, posé, serein. Il paraît beaucoup plus mature en Mmh. fait, dans son jeu et dans l'homme qu'il est devenu et cette version-là de Youssef Attal et beh, moi je la stream fort comme disent les jeunes.
Jérémy, du coup, voilà, Youssef Attal buteur, un petit bijou. En plus, on sent, voilà, qu'il avait répété en première période. Il y a le fait de jeu et un peu aussi on sent que le karma tourne, hein, à l'OGC Nice et on en parlera d'autant plus pour le 2e but. On n'a pas touché le poteau cette fois, c'est à noter aussi, mais voilà, il normalement, il sort, le 4e arbitre et l'arbitre ne s'entendent pas. Du coup, il y a une occasion de plus avant que Jordan Lotomba, ne rentre et au final c'est sur cette occasion-là où il se dit peut-être inconsciemment bah, c'est mon dernier Mmh. ballon de toute façon donc voilà j'y vais à fond et c'est ce qui permet à l'Oceanis de revenir dans la partie. Ouais, c'est ce il a dit dans les réactions hier, il me semble, il a dit: «C'était mon dernier ballon», donc en fait, j'y suis allé, je me suis pas posé de questions. Mais c'est typiquement les buts à la Youssef Attal, hein, c'est vraiment, ben, je me pose pas de questions, j'y vais à l'instinct et c'est ce qu'il faut faire et justement, c'est vraiment le type de but qu'il sait marquer et en plus, stat, assez marrante et flatteuse pour lui, à chaque fois qu'il marque, on gagne. Donc c'est assez bien. Donc c'est comme l'a dit Pancho, c'est un joueur qui, pour moi, cette année, a vraiment pris en maturité. Donc il se blesse moins aussi, mais j'ai l'impression qu'il a réussi à plus, se gérer, on va dire. Donc c'est vraiment une bonne chose et en plus de ça, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il joue, en fait, il est bon. Donc du coup, il a une plus grande constance dans ses prestations, ce qui est vraiment, ben, génial parce que c'est vraiment un top joueur, on le sait, hein. S'il avait pu enchaîner, il serait plus à Nice à l'heure qu'il est, je pense. Bon défensivement aussi, hein, j'ai Voilà, souvenir de 3 c'est ça. tacles aussi, des Mmh mh. des retours in extremis, comme tu disais Pancho Mmh. en fait en première mi-temps, limite c'est lui qui tient la baraque derrière. Bah, Mmh. c'est le seul qui a eu, bon, mis à part l'occasion, de Ross Barkley, c'est le seul qui a amené du danger et qui a eu, bon, une grosse occasion, il me semble, à un moment donné, parce qu'en fait, il fait une percée dans la défense en fin de première mi-temps. C'est le seul qui t'a apporté un petit peu d'instinct et de vivacité dans le jeu en première et justement après en seconde mi-temps, bah, il te remet dans le match parce que c'est vrai qu'on avait du mieux, mais tu égalises quand même à l'heure de jeu, donc tu te dis: «Il y a encore le temps de gagner le match». Donc c'est lui qui te, voilà, qui te remet dans le match et qui te remet sur les bons rails, ben, juste avant de sortir. Et c'est vrai qu'on en a rigolé quand il est sorti. On s'est dit bon, c'est un peu les montagnes russes, mais c'est vrai comment dire, il a quand même eu une petite demi-heure de repos aussi. Ça peut être Là où précieux pour justement, jeudi. voilà, là où justement contre, on en avait parlé avec Pancho, contre le Partizan, je trouvais que ça n'avait pas servi à grand chose de le faire sortir à la 80e. Là, voilà, tu le fais sortir, je crois, à la 62e. Il a quand même une demi-heure en moins dans les jambes. Là, voilà, on peut dire il a pu souffler un petit peu et il va arriver bien frais comment dire, et en jambes contre Cologne. Le 2e but, c'est, Gaëtan Laborde qui l'a inscrit quelques minutes, plus tard. Alors un but assez chanceux, hein, la frappe est déviée, mais comme on le disait en parlant de Ross Barkley, de toute façon, le changement, de Barkley par Laborde en 2e période a tout simplement métamorphosé l'équipe. Ça a été, d'un coup, beaucoup plus cohérent. Bon, parce que Gaëtan Laborde, de toute façon, c'est son poste, donc forcément, c'était un peu plus naturel pour lui que Ross Barkley. Gaëtan Laborde qui vraiment ne joue vraiment pas de chance, hein, depuis le début de la saison en comptant le nombre de poteaux, bon, des frappes un peu aussi de vieilles mamies qui ne permettent pas d'inscrire le nombre de buts qu'il pouvait marquer à Rennes. Mais là, il tente sa chance, c'est dévié, ça rentre, ça fait du bien pour la confiance. D'ailleurs, il me semble que le journaliste de Canal+ lui a posé la question, il en a un peu rigolé, mais bon, au moins on sentait le soulagement pour lui que ça puisse rentrer. Est-ce que en fait, indépendamment de la performance individuelle de Gaëtan Laborde sur laquelle vous pouvez vous étendre si vous voulez, mais est-ce qu'on on trouve pas aussi, petit à petit, match après match, une certaine stabilité, moins de changements, des joueurs enfin à leur poste ou en tout cas au poste, auquel ils peuvent, le mieux exprimer leur football? En fait, on a l'impression que petit à petit, on commence à voir cette équipe, en tout cas où Lucien Favre veut l'emmener et on commence à voir une équipe tout simplement et bien sûr, c'est récompensé, par un peu de chance, un peu de réussite, mais ça nous semble d'un coup nettement plus cohérent que ce que ça pouvait être il y a quelques semaines. Ouais, Oui, tout c'est à fait. Pardon, vas-y, Pancho. merci. Oui, je suis assez d'accord. C'est vrai qu'en fait, enfin, tu peux le voir sous différentes facettes, mais c'est vrai que déjà collectivement, tu es bien plus cohérent. On voit qu'il y a une identité de jeu sur certaines séquences qui transparaît, chose qui, il y a quelques semaines, était un peu plus compliquée. Donc ça déjà, c'est sûr que c'est sécurisant pour les joueurs qui sont là depuis un certain temps, comme pour les nouveaux joueurs et une cohésion de groupe, ça se fait pas en un claquement de doigts. Donc là, il y a eu quand même énormément de nouveaux joueurs qui sont arrivés. On le sait, ça met un certain temps, on le sait aussi. Donc on commence à récolter petit à petit les fruits de ce travail-là.
Donc c'est très positif et c'est de bon augure pour la suite. Pour revenir à Gaëtan Laborde, moi je suis très, très content de ce but-là parce que, il le mérite de par effectivement ses nombreuses occasions ratées, enfin ratées, où effectivement il n'a pas eu de réussite, on va plutôt dire ça comme ça. Contre Nantes, c'est vrai qu'il aurait peut-être pu mieux faire sur ces occasions-là, mais il se les est quand même créées. Il ne compte pas ses efforts, il est très collectif. Contre le Partizan, c'est lui aussi qui fait cette talonnade contrée qui amène le but de Pépé. Donc là, c'est bien, il commence à stater. On pointait à juste titre le manque de buts, mais un attaquant, comme on le disait avec Jérém contre le Partizan, c'est pas uniquement des buts. C'est du jeu avec les joueurs offensifs, c'est de la libération d'espace, c'est voilà, des combinaisons. Et ça, Laborde le faisait dès qu'il arrivait à Nice. C'est juste qu'il lui manquait ses buts et ses passes D pour dire ah ouais, Laborde, ça va, il est là, il est présent. Donc effectivement, il y a de la réussite, c'est un tir contré, mais ça tourne, ça tourne. Et c'est très bien pour lui et pour l'équipe parce que ça rapporte les 3 points sur ce match-là. Ouais, tout pareil quasiment, hein. Pour la cohésion de groupe, c'est vrai que là, depuis 2 matchs, on retrouve quelque chose, comme je disais, vraiment de cohérent. Et justement, enfin, pour moi, la plus grosse différence, c'est dans l'état d'esprit où il y a vraiment une envie commune de gagner les matchs. Par contre, ce qui me surprend quand même, c'est ce changement drastique entre le match de Nantes et bon, les 2 matchs qu'on a là, mais surtout entre le match de Nantes et le match contre le Partizan, où tu passes d'un match horrible à un très très bon match. Je trouve que justement, là, cette cohésion n'a pas été faite de manière progressive, c'était vraiment un changement drastique. Donc je suis quand même assez étonné de ce changement-là, ce qui me fait dire encore qu'il faut qu'on confirme. Mais et je m'enflamme pas non plus encore pour les autres matchs, même si j'ai hâte. Et après voilà, pour Gaëtan Laborde, comme on disait, c'est vrai qu'il mérite amplement ce but-là, parce que même s'il a eu un match très décevant contre Nantes, après contre le Partizan, même hier, il fait ce qu'il faut. Et justement, on retrouve aussi un joueur qui fait énormément d'efforts pour l'équipe, dans le collectif. Et justement, moi, je lui demande pas de marquer à tous les matchs, mais justement, là où je l'attends, c'est de faire ses efforts collectifs, surtout comme il a fait en fin de match contre le Partizan. Et là, voilà, ce but, pour moi, c'est bon pour lui. Et ce qui me fait plaisir, c'est que j'avais souvent souligné que même si on faisait des mauvais matchs, on n'avait quand même pas beaucoup de chance depuis le début de la saison, notamment avec tous ces poteaux, ces transversales. Dès que les adversaires avaient une occasion, c'était quasiment à chaque fois au fond. Là, au moins, je me dis, ça fait 2 matchs où on a justement la frappe de Limina qui est contrée contre le Partizan. Là, cette frappe qui est contrée, je me dis, la réussite qui tourne un peu, c'est pas une coïncidence, parce que bon, aussi, on la force un petit peu plus au niveau du nombre d'occasions que l'on a et le nombre de situations que l'on se crée. Mais voilà, là, on se dit qu'on a un peu plus de réussite, un peu plus de chance, et à la fois un peu plus de jeu et de cohésion d'équipe. Donc ça va apporter de la confiance à tout le monde, et j'espère que ça va continuer comme ça. Et si on se J'aimerais penche juste sur les chiffres, pardon Pancho, hein, Ouais, mais j'aimerais juste vas-y, ouais, vas-y. rajouter juste un petit truc sur Gaëtan Laborde, qui est aussi collectif, mais on l'a vu sur son but, c'est la spontanéité. Mmh. Et ça, c'est vrai que ça nous a manqué et depuis le match du Partizan, il y a beaucoup plus de frappes de loin. On a vu Rosario tenter, contre Lorient, on a vu Lemina, contre le Partizan aussi, on a vu Thuram tenter, on a vu Pépé tenter au moins 3 ou 4 fois, la frappe justement, enroulée, qui est passée au-dessus. Et voilà, cette spontanéité-là aussi, ce côté un peu insouciant, eh bien, c'est plutôt, voilà, signe d'une équipe qui retrouve petit à petit de la confiance. Oui et ben parfait, transition parfaite, merci, je voulais, avoir un petit éclairage statistique en fait du coup, hier c'est voilà 16 tirs à 14 pour l'OGC Nice, plus un pourcentage de passes réussies, supérieur, un nombre de passes supérieur, une possession de balle largement supérieure à celle de Lorient donc bon même si on est encore loin, de ce qu'on attend de l'OGC Nice et de ce qu'on espérait du retour de Lucien Favre, en fait on voit que ça se traduit en but marqué, en spontanéité comme tu disais, en nombre d'occasions, en nombre de tirs, en réussite technique, même s'il y a encore du déchet. Donc en fait, voilà, on sent que petit à petit la mayonnaise prend, donc ça peut tout à fait s'éclater en vol très rapidement. Et bien entendu, cet enchaînement de matchs face à Cologne et face à Brest à la maison est extrêmement important pour se mettre, en tout cas, limiter un maximum les dégâts avant la trêve pour la Coupe du Monde. Mais globalement, voilà, sur le temps long, on observe quand même une tendance favorable à l'OGC Nice et on a surtout envie d'en revoir plus et je pense que ça, c'était encore inespéré il y
il y a quelques temps. Messieurs, on a un dernier dossier à aborder avant que vous puissiez ouvrir vous-même le débat de votre choix. C'est évidemment celui de l'aiglon du match, Kasper Schmeichel. On a du mal à croire à ce qu'on va à dire ça déjà, mais Kasper Schmeichel qui a vraiment fait l'unanimité avec sa performance hier. 6 arrêts, c'est son meilleur total de la saison. Il a vraiment gardé l'OGC Nice en vie dans cette première demi-heure et puis après tout au long du match, mais surtout en début de rencontre quand l'OGC Nice prenait l'eau face au Merlu. Il a réussi voilà, à sortir tous les tirs. Alors, j'ai pas souvenir d'un arrêt qui soit particulièrement monstrueux, mais il a été en tout cas sérieux tout le long. Il a sorti tous les ballons qui lui sont parvenus. Vous soulignez voilà, sur le corner. Après, je sais pas comment c'est discuté à l'entraînement. Est-ce qu'on lui demande pas de rester sur la ligne? Mais en tout cas, voilà, il a fait son travail sur sa ligne. C'est, on le sait, sa principale qualité. Il y a encore des axes d'amélioration. On l'a vu plein de fois sortir, reculer. Enfin voilà, hein, du Kasper Schmeichel dans le texte de toute façon, pardon. On sait que c'est pas un gardien qui va être amené vraiment à prendre des risques dans ses sorties, mais pour ce qu'on attend de lui et en tout cas, pour ce qu'on espérait à son arrivée, là, on tient peut-être enfin son meilleur match sous les couleurs de l'OGC Nice, ce qui tombe vraiment à pic, sachant que Marcin Bulka, de son côté, s'est blessé à l'épaule et même si on n'a pas encore le rapport du médecin, devrait probablement être out jusqu'à la trêve et peut-être, voilà, pouvoir prétendre à un retour à partir de la fin d'année ou du tout début de l'année 2023. Mais enfin décisif en fait, hein, tout simplement. Bon, il avait fait un très bon match contre Strasbourg en début de saison, malgré son erreur sur le but de Gamero. Mais là, enfin, il a fait un match où, ben, justement, c'est un gardien qui te rapporte des points parce que clairement, s'il est pas là en première mi-temps, il y a 3-0 pour Lorient et c'est fini. Donc là, voilà, il te permet de rester dans le match avant l'égalisation. Et à un moment donné, il me semble que sur une frappe de d'Ango Ouattara, ou de Stéphane Diarra, je ne sais plus, il fait quand même un arrêt à bout portant qui est quand même très très bon. Et après, bon, pour les autres, voilà, il a été présent sur sa ligne et à chaque fois, il a bien sorti des ballons. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on prenait quand même beaucoup, beaucoup l'eau. Et c'est le seul qui a tenu la maison, quoi, hein. Et c'est ce qu'on attendait de lui, en fait, depuis le début de saison. Et quand on l'a recruté, c'est que quand l'équipe, justement, ben, elle était un petit peu en difficulté et qu'elle n'arrivait pas trop à s'en sortir, ben, que lui arrive à maintenir l'équipe grâce à son expérience et à son talent. Et là, il a enfin fait, justement sur ce match-là. En plus, c'est récompensé par une victoire au bout. Et en plus, comme tu l'as dit, c'est au meilleur moment avec la blessure de Marcin Bulka où on aurait pu justement avoir un peu peur. Et justement, bah là, il s'est montré rassurant. Donc, je suis content parce qu'il a pris beaucoup de critiques qui étaient pour la plupart assez justifiées, d'autres non. Mais là, pour le coup, voilà, au moins, il a fait son match référence à Nice. Ça va peut-être aussi le rassurer, le mettre en confiance, rassurer aussi ses coéquipiers. J'ai quand même vu hier aussi quelques fois où il a un peu plus communiqué avec sa défense. Donc je pense que c'est bon signe. Et voilà, j'attends. Là, il reste 3 matchs avant la trêve. Il va disputer les 3 matchs. Mais il a son match référence et ça va peut-être, je pense, le rassurer et rassurer tout le monde, dont nous aussi les supporters. Donc ça va apaiser un petit peu plus tout le climat autour de lui en tout cas. Pancho, ça nécessite confirmation malgré tout? Comme l'OGC Nice. Comme l'OGC Exactement. Nice, on en revient toujours au même point, c'est-à-dire que oui, si on isole, uniquement la performance de Schmeichel, à Lorient, elle est bonne, il a été décisif. On attendait justement ce type de performance. On attendait, que Schmeichel nous fasse gagner des points. Je pense que véritablement hier, il nous a fait gagner des points. Ce sont des arrêts réflexes. On sait que c'est un domaine sur lequel il est très bon, mais vous m'enlèverez pas de l'esprit que, lorsqu'il s'agit de sortir de sa surface, j'ai en tête bien sûr voilà le corner où il peut faire mieux, où à un moment il y a une balle dans la profondeur en première mi-temps, où il fait justement un 3 pas en avant, 4 pas en arrière. Voilà, il a été décisif, mais pas encore totalement rassurant. Voilà, mais c'est de bon augure pour la suite. Il y avait aussi un langage corporel qui était beaucoup plus positif que depuis le début de saison. Donc voilà, de toute façon, collectivement, quand ça va mieux, je pense que ça se ressent à tous les postes et ça a été le cas pour Schmeichel. Messieurs, est-ce que vous avez un dernier dossier à ouvrir pour notre émission ou est-ce qu'on ouvre petit à petit cette page européenne pour cette dernière rencontre de Conference League? En tout cas, on l'espère, la dernière rencontre de poule, mais pas de la saison en Europe. Pour moi, j'espère juste revoir Rare Chilier.
parce qu'on le voit pas beaucoup ces derniers temps et j'aimerais bien le voir disputer quand même quelques minutes. Je pense que sur ce qu'il a montré en début de saison, il le mérite quand même. Donc à voir, peut-être contre Brest, pour faire tourner un petit peu l'équipe. Mais je suis un petit peu sur ma faim de plus trop le voir. Je trouve ça un petit peu dommage, même puisse disputer un quart d'heure, 10 minutes en fin de match. C'est toujours bon pour son expérience. Là, j'ai l'impression que bon, on le met un petit peu sur le banc et vit avec le groupe, mais je trouve que c'est un petit peu dommage de ne pas pouvoir le faire progresser. Donc à voir pour les prochains matchs. Mais voilà, c'est mon petit point négatif hier. 2 petits points. Le premier, le coaching qui a été bon, c'est bien de le dire quand c'est bon aussi. Sortir Barkley à la mi-temps, c'était cohérent par rapport à la performance du joueur. Faire entrer Laborde, c'était cohérent aussi. La rentrée de Ramsey au milieu de terrain, elle a fait plaisir. On l'a pas trop vu ces dernières semaines. Il a été plutôt bon et le deuxième petit point, on va dire que c'est mixte, hein, mais Dante a été très rassurant quand ça commençait à chauffer Mmh. en deuxième mi-temps, mais Todibo a été étrangement inquiétant, j'ai trouvé. Peut-être que le fait de ne pas avoir joué en milieu de semaine, ça a fait qu'il a peut-être perdu un peu le rythme, je ne sais pas, mais il y a eu des approximations, qui ne sont pas du tout, on va dire, heu, normales, quand on connaît le joueur. Donc ouais, je l'ai trouvé un peu en dedans sur ce match-là, dans ses relances, dans ses interventions. Je sais pas, voilà. Heureusement sans Il conséquence, avait, puisqu'on n'a même pas pris de but dans le jeu. Au final, c'est sur coup de pied arrêté, Mmh. donc Tout c'est à fait. assez, c'est à souligner. Jérémy, pardon. il avait l'air un petit peu plus fatigué en fin de match Mmh. que d'habitude, Jean-Claire Todibo. À la fin de match, je l'ai vu un petit peu, enfin, il avait l'air vraiment, je sais pas s'il avait fait beaucoup d'efforts sur ce match-là ou alors c'est parce qu'il était très content et soulagé de la victoire. Mais je l'ai noté justement en fin de match quand tout le monde s'est félicité de la victoire. Il était un petit peu plus en dedans que d'habitude, fatigué. Donc peut-être il a eu peut-être un petit coup de fatigue ou il était peut-être malade ou quelque chose comme ça. Mais bon, pour moi, il a quand même gardé un niveau, on va dire, correct. Mais c'est vrai que où je rejoins Pancho, c'est que qu'on a plus vu Dante dans des interventions que Todibo hier. Mais après, voilà, on va pas lui en vouloir tellement Mmh. il est très fort le reste du temps. Messieurs, jeudi, c'est ce match à Cologne, match décisif pour la qualification de l'OGC Nice, pour la suite d'une compétition, européenne que l'on découvre cette année avec l'Europa Conference League. Tous les scénarios sont encore possibles, hein. L'OGC Nice peut terminer premier, deuxième ou troisième de sa poule. Une qualification donc en huitième de finale directement si l'OGC Nice s'impose et donc termine mécaniquement premier de son groupe, sans attendre le résultat, du Partizan qui reçoit, il me semble d'ailleurs, Slovako. En cas de match nul, il faudrait voir que le Partizan ne fasse pas mieux et ne s'impose pas face au club tchèque. Et puis voilà, en cas de défaite, il faudrait compter aussi également sur un faux pas du club serbe pour malgré tout accrocher cette deuxième place qui nous emmènerait en barrage, en espèce de faux 16e de finale, notamment face à un troisième d'Europa League. Messieurs, voilà, Cologne, on sait ce qui s'est passé au match aller, notamment dans les tribunes et en ville. Il y a ce contexte-là qu'il va falloir éventuellement prendre en compte pour les joueurs et pour le club. De toute façon, on s'attend à un stade hostile, surtout que voilà, les Allemands, du coup, grâce à leur victoire face à Slovako, jouent encore quelque chose et une qualification pour un printemps européen également. Par contre, sur le terrain, on n'avait pas été moins bon qu'eux. On avait fait un match nul, on aurait pu espérer mieux. On voit que Cologne n'a pas surfé sur son groupe comme on pouvait l'attendre. Une petite victoire à Slovako en fin de rencontre, une lourde défaite sur la pelouse du Partizan. Donc, l'OGC Nice a-t-il ses chances? Comment est-ce que vous voyez cette rencontre à la lueur des dernières performances du gym? Est-ce qu'on peut y croire à cette qualification? Et est-ce qu'on peut même s'enflammer et se dire qu'une victoire et un passage directement en huitième de finale est même possible? Oui, oui, c'est clairement possible. Ça va être un gros match, c'est, la finale du groupe, voilà. Heu, Quel regret par contre cette défaite à domicile contre le Slovako parce Est-ce que tu que pourrais être tu déjà qualifié ah premier, c'est hein? clair, Mmh. c'est clair. Tu te dis que là avec une victoire, tu es à 11 points et tu pas à serrer les fesses avant ce dépassement à Cologne. Mais je pense que voilà, pour le coup, ça va être un vrai test. On a eu un test contre le Partizan qui était aussi un match déterminant. Là, pour le coup, ça va déterminer l'issue de ce groupe-là. Voilà, ça fait partie aussi du développement d'un projet, du développement d'une équipe, voilà, d'un match aussi, très, très important. J'y crois.
J'y crois, ça va être, voilà, je pense une chaude ambiance allemande comme ils ont l'habitude d'en avoir. Maintenant, il faut pas qu'on arrive, qu'on arrive défaitiste. Je pense qu'on a toutes les chances d'aller, enfin de faire un bon résultat et si on continue dans la lignée des derniers matchs, et bien, on peut réussir à faire un bon match et avoir un bon résultat. C'est simplement, en fait, que si tu passes à travers pendant 30-35 minutes contre Lorient à Cologne, à mon avis, Ouais, tu ne reviens jamais dans le match. beh, voilà, c'est ça et c'est peut-être ça qui me fait un peu plus peur. C'est-à-dire que si tu veux faire un résultat contre Cologne, il faut que tu sois consistant pendant 95 minutes. Voilà, tout simplement. Moi, tout pareil, j'ai très envie d'y croire pour plusieurs raisons. Tout simplement déjà parce que nous, on est dans le bon, comment dire, un bon moment. Donc c'est peut-être le moment justement de jouer la qualification pour le prochain tour et je l'espère pour la première place du groupe. J'y crois aussi parce que Cologne, comme tu l'as dit Sky, en fait, ben, ils ont des difficultés quand même dans cette compétition. Et aussi deux autres points très importants, c'est qu'ils ont joué vendredi, donc du coup un jour après nous, qu'ils ont joué hier soir après nous, et qu'ils ont aussi beaucoup d'absents titulaires sur les derniers matchs, donc à voir s'ils seront dans le groupe ou pas contre nous. Mais il y a par exemple Jonas Sector, Tillman aussi qui sont absents, donc du coup ce sont des joueurs qui sont quand même importants pour leur effectif, qui ne seront pas là, donc je me dis que c'est vraiment le moment de faire quelque chose. Et j'ai vraiment très envie d'y croire parce que j'ai vraiment envie qu'on se qualifie et qu'on prenne même la première place du groupe parce que ce serait une très très bonne nouvelle pour le club, que ce soit sportivement mais aussi financièrement. Donc j'ai vraiment hâte d'être jeudi soir et de voir et même commenter ce match. Donc ouais, j'ai vraiment hâte et j'y crois, je suis vraiment positif. Il y a quelques semaines, je l'étais beaucoup moins sur notre qualification en Ligue Europa Conférence. Là, je suis quand même très positif. Et même si on est dans la situation, en fait, la moins confortable, hein, parce qu'en fait, des trois équipes qui se qualifient, tu vas jouer contre une autre équipe qui peut se qualifier, mais chez elle, et l'autre équipe qui peut se qualifier joue contre Slovako qui n'a plus rien à jouer. Donc, du coup, tu te retrouves dans une situation en fait la plus critique. Mais bon, je pense qu'il faut se concentrer sur le positif des dernières semaines et sur le fait que Cologne, ben, ça peut ne pas être si insurmontable que ça et jouer sur nos forces. Donc, j'ai très envie d'y croire et très envie de me qualifier. Cologne 10e en championnat en Bundesliga, hein, c'est pas, comme nous en fait au final, hein. C'est pas il y a un début de saison, spécialement radieux, hein. Ils se sont pris deux trois valises sur ces dernières semaines d'ailleurs. Il va falloir un peu jouer là-dessus et comme tu dis, Jérémy, sur les absents également. Messieurs, merci beaucoup de m'avoir, accompagné pendant toute cette émission. On se retrouve de toute façon, vendredi, tout simplement pour le live, Twitch, le dernier de cette phase de groupe, post, match face à Cologne. On espère fêter la qualification, tous ensemble, mais on débriefera de tout ça bien rapidement. Ensuite, on se retrouvera dimanche probablement à la sortie du stade et ce dernier match à la maison pour jusqu'à Noël, jusqu'au 28 décembre, il me semble, la reprise face à Lens. Donc, on espère être nombreux et nombreuses, surtout si la qualification quand même au milieu, ça serait bien voilà, de dire au revoir au gym pour 2 mois de la façon la plus positive possible. En plus, il y a quand même de belles choses à aller chercher dans ces 3 derniers matchs. Franchement, si on peut passer la trêve à la 8e place avec une qualification en 8e de finale de Conference League, ben, je pense qu'on aurait signé tout de suite il y a encore quelques semaines. Et puis, ça permettra à notre nouveau directeur sportif probablement de travailler un peu plus sereinement en vue du mercato estival et on l'espère toujours avec Lucien Favre. Messieurs, merci beaucoup. Merci à ceux qui nous ont écoutés, à ceux et celles, bien entendu, qui nous ont écoutés cette semaine. N'hésitez pas à voilà, vous abonner à la chaîne YouTube de Sports Content, à nous laisser un commentaire, des étoiles sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et autres. Et puis vous nous retrouvez de toute façon sur nos comptes Twitter respectifs pour parler du gym un peu tous les jours. Vivement jeudi, n'est-ce pas messieurs? Et d'ici là, Issa Ouais. Nissa. Issa Issa Nissa. Nissa.